I see we're 52 people in all, so that's a great crowd. It's amazing to see this for our very first virtual UNF seminar series. So you'll hear a lot today about pain, but I have the pleasure to introduce Pierre Rainville, who's a leading researcher at the QGM, Centre de Recherche UGM. Most of you know Pierre, so I don't need to delve into details of his biography. I'll just let you know that he's a bachelor in biology, then majored in psychology, and then he went to do clinical neuropsychology, and then experimental neuropsychology, and then as a postdoc, he did a postdoc in the University of Iowa on cognitive neuroscience. So you can really see the breadth of his expertise and the specifically the interdisciplinarity of his background and research expertise. As far as his research program is concerned, he works on several things, including cerebral and mental representations of pain in human in particular, also the neuropsychological mechanisms of pain modulation. This includes, among other things, research that he conducted using hypnosis and the placebo effect, but also he works on the role of the cerebrospinal mechanisms of pain regulation in humans. He has around, according to Google Scholar, he has around 180 publications. His article in Science has been cited over 3,000 times. His papers have been cited over 14,000 times in total, and I could go on with the numbers. But if you're still not really impressed, I can also tell you that he's an outstanding musician. So that's really... Just before we start, and just before I hand over the mic to Pierre Rainville, I just got two things to say. First of all, that this is a first in a series of now our virtual CRUGM seminars that include the UNF meetings, but also CRUGM research access seminars, and also potentially the CAREC. And I think maybe Pierre Bellec will have a word or two to say, or also Pierre Rainville, about this later. As for the rules of how we want to try this out today is there will be no questions during the presentations, which will last around about 40 minutes, let's say 40-45 max. But then afterwards, you'll be able to ask questions by raising your hand. You'll see at the very bottom of your screen, all participants should technically be able to see a small hand that you can click on. This will allow us to then give you the opportunity to speak. So we'll just activate your microphone when we see you raise your hands. So we will encourage you to use that window, so the participants window, and use your raise your hands. There are also two other venues, the conversation and the Q&R, that you could potentially use if you want to type in your question, and then we will read it out loud. That's the two other options. So we hope that will work out fine. Yes, feel free to send your questions by text if you run into any issues during the meeting. So without any further ado, I'll just hand over the microphone to Pierre. Merci beaucoup Karim. Merci à tous d'être là. C'est vraiment, je suis très touché, flatté qu'il y ait autant de personnes comme ça sous forme de webinaire où on n'était pas trop certain de l'intérêt, la participation des gens. Alors, c'est vraiment très, très apprécié. J'en profite aussi pour vous souligner, comme Karim le mentionnait, qu'on démarre aussi la série de conférences, les conférences du midi, donc dans les prochaines semaines, et qu'il y aura aussi une réorganisation des présentations qui étaient prévues pour la journée scientifique, donc qui auront lieu dans les prochaines semaines. Donc évidemment, on va vous envoyer l'information à ce sujet-là dans les prochains jours. Alors, donc, après-midi, donc, ça me fait plaisir de vous parler d'un thème dont j'ai pas eu l'occasion beaucoup de parler à l'Institut, au Centre de recherche ces dernières années. J'ai parlé beaucoup des projets, différents projets sur la modulation de la douleur, mais ici, je vous décrirai une série d'études qu'on a fait sur l'expression faciale de la douleur, avec certains résultats qui m'apparaissaient assez surprenants, inattendus, et donc qui m'ont particulièrement intéressé. Évidemment, les résultats auxquels on s'attend le moins sont les plus intéressants. Notre modèle général d'étude de la douleur chez l'humain, on va se reposer sur cette idée-là qu'un stimulus nociceptif, donc qui produit potentiellement des dommages au tissu, va activer des régions du cerveau, va produire une expérience subjective de douleur qui va se manifester par différentes manifestations, donc
que l'on peut évaluer donc par la mesure physiologique de différentes réponses, par des évaluations subjectives de douleur. Donc, notre mesure de choix, en fait, en général, c'est l'évaluation subjective de douleur. Évidemment, il y a des réponses du système nerveux autonome, des réponses même de stress qui peuvent être produites par des stimulations douloureuses, des réflexes moteurs et, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, des réponses comportementales comme des réponses expressives au niveau du visage. Ce modèle-ci que je vous présente avec l'état interne de douleur est un modèle qui est assez peu valide pour la simple raison que chacune de ces réponses-là dépend évidemment dans le système nerveux central de sous-systèmes distincts qui reçoivent l'information nociceptive, mais il n'y a pas une région ou un circuit de la douleur dans le cerveau qui ensuite va générer l'ensemble de ces réponses-là. Certaines de ces réponses-là, comme les réflexes moteurs, sont générées dès le niveau spinal, donc avant même qu'il y ait une expérience de douleur. Un des problèmes qu'on entend souvent en clinique, c'est la faible corrélation entre ces différentes mesures. Donc, par exemple, le rapport subjectif de douleur peut être de 8 sur 10 chez un patient alors qu'il est parfaitement stoïque, donc il ne présente aucune expression faciale de douleur. Alors que chez un autre patient qui est très, très expressif, qui va donc manifester comportementalement beaucoup de douleur, si on lui demande sa douleur, c'est possible qu'il nous dise 3 ou 4 sur 10. Donc, vous voyez que, en général, bien entendu, quand on a plus de douleur, le niveau d'expression, les manifestations comportementales sont également en général plus élevées, mais en particulier dans le contexte des différences interindividuelles, on trouve souvent cette dissociation-là. Et évidemment, ça reflète le fait que la perception subjective et le rapport verbal ne dépendent pas des mêmes systèmes que les manifestations comportementales de douleur qui sont, elles, donc manifestées, entre autres, au niveau du visage. Bon, ici, je n'irai pas dans tous les détails, mais c'est simplement pour vous illustrer qu'à partir des mécanismes de nociception en périphérie, donc quand il y a un dommage réel ou potentiel qui est détecté en périphérie, bien évidemment, il y a une activation de plusieurs systèmes de la moelle épinière jusqu'au centre supérieur. Chacun de ces systèmes-là va être impliqué dans différents mécanismes de régulation et chacun va être associé à différentes manifestations que l'on peut détecter, par exemple, par des réflexes spinaux, par un mécanisme de mise en éveil, d'activation non spécifique, orientation spatiale vers la source de stimulation, mécanisme d'apprentissage associatif, par exemple, dans le conditionnement classique, et jusqu'au mécanisme perceptif et d'autorégulation consciente de la douleur, donc qui dépendent évidemment des mécanismes centraux. Et chacun de ces niveaux-là du système nerveux central peut interagir avec les niveaux inférieurs, donc pour réguler à la hausse ou à la baisse les mécanismes de régulation à chacun de ces niveaux-là. Et donc, même au niveau cortical, on peut avoir des projections qui vont aller directement vers la moelle épinière, donc non seulement vers les niveaux diencéphaliques, mais également vers les circuits du tronc cérébral et directement à la moelle épinière. Donc, c'est un système qui est extrêmement complexe parce que chacun des niveaux d'intégration dans le système nerveux permet de produire certaines réponses défensives, mais aussi va être en interaction et sous le contrôle de centres supérieurs. Donc, schématiquement, quand on active le système nociceptif, donc on peut, comme je vous disais, produire des réponses réflexes au niveau des systèmes moteurs, système nerveux autonome, des réponses hormonales, de stress. On peut produire des patrons de réponses comportementales qui peuvent même être générés à partir de la substance grise périaquéducale. Donc, dans le tronc cérébral, il y a des structures qui permettent de générer des patrons complexes, intégrés, de réponses comportementales qui vont être coordonnées avec les réponses autonomiques selon les besoins, par exemple, métaboliques au niveau de l'énergie musculaire requise pour produire les réponses comportementales. Donc, dès ces niveaux-ci, on a suffisamment de complexité dans le système nerveux pour produire des patrons de réponses comportementales complexes. Mais évidemment, ces mécanismes-là peuvent activer des mécanismes d'autorégulation descendante qui peuvent être soit inhibiteurs ou facilitateurs. Évidemment, l'activation thalamocorticale va généralement être associée à une expérience subjective de douleur.
Et enfin, évidemment, tous ces mécanismes-là peuvent être sous le contrôle, donc monitoring et processus de régulation descendante à partir des centres supérieurs vers non seulement les régions thalamo-corticales, donc la régulation de l'expérience de douleur peut se faire par des interactions cortico-corticales ou cortico-thalamiques qui vont réguler les afférences thalamo-corticales pour modifier l'activité au niveau du cortex, mais également, vous voyez que ces systèmes-là peuvent agir au niveau du tronc cérébral et même aller moduler la transmission de l'information nociceptive spinale, ce qui va évidemment changer l'afférence spinothalamique et va changer la réponse thalamo-corticale. Donc, c'est, si on veut, le terrain de jeu de la recherche en neurophysiologie de la douleur chez l'humain. Et dans le contexte de la communication de la douleur, on va s'intéresser d'abord au processus donc de manifestation de présence d'une stimulation nociceptive. Donc, par exemple, par la vue d'une douleur, d'une lésion, on peut, pas d'une douleur, mais bien d'une lésion, d'un dommage au tissu, on peut inférer que la personne va ressentir de la douleur. Mais évidemment, vous voyez les expressions faciales, les expressions vocales, les ajustements posturaux, les comportements de protection, les expressions verbales, bien entendu. Quand on parle d'évaluation subjective de la douleur, bien évidemment, c'est un mode de communication verbale de l'expérience. Finalement, bien, il y a différents contextes d'association. Si à chaque fois que je vous dis le mot douleur, bien, vous évoquez une représentation mentale de la douleur, donc qui renverrait à cette expérience subjective-là chez l'observateur. Donc, si je vous dis votre conjointe ressent de la douleur, donc vous avez également une représentation de cette douleur-là, une représentation mentale à tout le monde. Mais évidemment, il y a des manifestations physiologiques, mais ici, je ne parlerai pas de ces manifestations-là. Il faut comprendre dans le contexte de la communication de la douleur qu'il y a différentes phases. Donc, les modèles classiques de communication vont proposer de décomposer des processus en encodage, décodage et transaction. Donc, l'encodage, c'est la personne qui se ressent de la douleur va encoder cette expérience-là, ou en fait, je devrais dire, est exposé à un stimulus nociceptif, va encoder l'activation nociceptive sous forme de comportement ici d'expression faciale. L'observateur va décoder ce message-là et la phase transactionnelle, c'est une phase où il y a une réponse, une rétroaction réciproque entre l'observateur et la personne qui ressent de la douleur. Et cette rétroaction-là peut avoir un effet sur l'observateur, donc sur sa propre réponse à la douleur. Évidemment, la réponse de l'observateur peut avoir un effet analgésique ou hyperalgésique sur la personne qui ressent de la douleur. Dans tous ces contextes-là d'encodage, décodage et de transaction, je vais essayer de vous montrer des données qui suggèrent que la mesure que l'expression faciale est d'abord a toujours une signification, doit toujours être interprétée selon un contexte. Et je vais essayer de vous convaincre à la fin, plus par l'argumentaire que par la preuve formelle, qu'elle a une valeur adaptative, mais que cette valeur adaptative-là va changer selon le contexte. Donc, nos méthodologies ici reposent sur la neuroimagerie en IRM ici, où nos participants sont installés dans le scan. On va appliquer des stimulations au niveau de la jambe ou de la cheville, mais parfois au niveau du bras. On va prendre des mesures ici, par exemple, de réflexes. Ça peut être des réflexes moteurs, des réflexes autonomiques. Et dans le cas de l'expression faciale, on va ajouter une caméra, une petite caméra ici qu'on va monter sur l'antenne de tête pour mesurer différentes réponses. Donc, voilà. Donc, pour mesurer différentes réponses, on va examiner au niveau de l'activation cérébrale l'activation des voies spinothalamo-corticales parce que c'est celles qui ont été le plus étudiées depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine, en fait presque 30 ans en neuroimagerie. C'est le patron d'activation thalamo-corticale qui est le plus robuste en présence de douleurs aiguës. Ce patron d'activation-là, donc, va impliquer le cortex de l'insula, donc ici, le cortex somesthésique secondaire qui se trouve au niveau de l'opercule pariétal. Le cortex cingulé, ici, c'est une étude du groupe de Peter Strick, donc il va appeler cette région-là le Cingulate Motor Area. C'est la région supracalleuse du cortex cingulé qui est dans la partie antérieure du cingulé moyen. Donc, pour ceux qui veulent un peu plus de précision anatomique, puis finalement, le cortex somesthésique primaire.
Chacune de ces régions-là, ici, c'est une étude de marquage, de traçage viral. Donc, chacune de ces régions-là reçoit l'information nociceptive des couches superficielles ou des couches dorsales de la moelle épinière. Donc, il y a une input direct ici, bisynaptique, de la moelle épinière vers ces différentes régions-là. Quand on applique des stimulations aiguës en neuroimagerie, on voit systématiquement ce patron d'activation, donc avec les régions somesthésiques primaires qui sont activées. Ici, vous voyez même des activations bilatérales dans toutes les régions. Donc, somesthésique primaire, somesthésique secondaire. En fait, ici, vous voyez bien l'opercule pariétal, l'insula postérieure. Il y a également une activation dans l'insula antérieure qu'on voit. Évidemment, une activation du thalamus ici, une activation bilatérale, et finalement une activation donc du cortex cingulé antérieur. Donc, en fait, cortex cingulé moyen dans sa partie antérieure. Donc, ce patron-là est très robuste. Et une des premières questions qu'on s'est posées avec Myriam Kunz, qui a fait son doctorat à Montréal avec moi il y a plusieurs années, c'est d'abord, est-ce que l'expression faciale témoigne d'une activation des voies spinothalamiques? Est-ce que cette réponse-là au niveau de l'expression faciale reflète au moins en partie la projection, l'activation dans la projection spinothalamo-corticale? Donc, est-ce qu'on peut interpréter, quand on voit une expression faciale d'une douleur aiguë, que cette expression-là reflète l'activation des voies afférentes classiques de la douleur? Est-ce que l'expression faciale donc encode cette activité-là dans les voies spinothalamo-corticales? On va aussi contrôler l'évaluation subjective, c'est-à-dire que, comme je vous disais au tout début, évidemment, en général, quand la douleur aiguë augmente, il y a à la fois un rapport subjectif de douleur plus élevé, mais aussi une expression faciale qui est plus probable ou plus forte. Ici, on va contrôler pour cet effet-là, puis on va regarder la variance qui est spécifiquement expliquée par l'expression faciale après avoir enlevé la partie de variance commune à l'expression faciale et au rapport subjectif. On va aussi se demander qu'est-ce que signifie l'absence d'expression faciale, parce qu'il y a beaucoup de circonstances où on va demander, par exemple, à un patient combien de douleur il ressent, mais sur le plan comportemental, on n'aura aucun indice clair, explicite de son expérience de douleur. Donc, on va demander à un patient, votre douleur est à combien? On va nous dire 5, 6, 7. Pourtant, il reste totalement impassible face à cette douleur-là. Donc, on s'est aussi demandé dans les contextes où le participant ne présentait pas du tout d'expression faciale, est-ce que ceci reflétait un patron d'activation particulier au niveau du cerveau? Finalement, on va regarder aussi, pas finalement, mais on va regarder également l'effet de la modulation de l'expérience de douleur et comment ça va affecter l'expression donc au niveau du visage, mais aussi donc les mécanismes en jeu dans cette modulation-là de l'expression faciale. On va regarder comment la présence de douleurs chroniques, donc je vous parlais tout à l'heure d'effets contextuels, donc on va se demander comment chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques, cette relation-là entre l'activation du cerveau et leur expression faciale est altérée par rapport à des sujets contrôles qui n'ont pas d'expérience de douleur. Donc comment l'expérience ou l'historique, le contexte d'un état douloureux chez des patients va modifier cette relation-là entre l'activation du cerveau et la régulation de l'expression. Donc, notre modèle expérimental ici implique le rapport subjectif. Donc, vous voyez ici des échelles visuelles analogues. En fait, dans le scan, on va utiliser une échelle visuelle analogue avec une composante numérique. Donc, le sujet va remplir, après chaque essai, va répondre à la question « Combien de douleurs vous avez ressenti ?» On va mesurer, donc filmer le visage du sujet dans le scan. Donc, si vous voyez la perspective de différents sujets. Donc, on voit assez bien le visage pour être capable de décoder, de quantifier l'expression faciale. Puis, évidemment, on va mettre ces variables-là en relation avec l'activation du cerveau, en particulier ici, l'expression faciale. Bon, ici, je vous épargne les détails. Vous pouvez aller voir tout de suite les images de cerveau. Ici, ce sont des activations qui sont proportionnelles à l'expression faciale de douleur. Après avoir contrôlé toute la variance expliquée par le stimulus lui-même, donc l'intensité du stimulus, le rapport subjectif de douleur, donc pour le même niveau de douleur rapporté, ici, les régions qui sont activées ici prédisent le niveau d'expression faciale de douleur des participants.
Vous remarquerez que cette réponse-là est assez forte au niveau du singulier antérieur, mais est également présente au niveau du cortex somesthésique secondaire, du cortex somesthésique primaire ici. Donc ici, ce que j'ai encerclé, c'est bien le cortex sensoriel primaire, alors que les régions ici sont des régions pariétales postérieures. Les seuils statistiques ici sont assez bas pour S1 et S2 parce qu'évidemment, on avait des hypothèses a priori très, très fortes sur les cibles corticales de la voie spinothalamo-corticale. Donc, une confirmation ici que l'expression faciale code en partie pour les réponses spinothalamo-corticales dans les territoires corticaux cibles. On a aussi trouvé un effet qui était assez fort au niveau préfrontal. Donc, ici, vous voyez des régions préfrontales médianes et latérales qui sont plus actives, mais cette fois-ci dans le contexte où le participant exprimait peu de douleur avec son visage, même s'il rapportait une douleur, par exemple, modérée à forte par l'échelle, le rapport verbal. Donc, ces régions-là semblent être corrélées inversement, négativement avec l'expression faciale et donc pourraient jouer un rôle inhibiteur sur la manifestation comportementale de la douleur pour le même niveau de douleur rapporté subjectivement. Donc, cette première étude-là nous a quand même confirmé une hypothèse qui était forte, je pense, comme quoi l'expression faciale est associée à une activation ou est corrélée à une activation des systèmes somesthésiques classiques qui amènent le signal nociceptif jusque dans les régions corticales. Ce qui est important ici, c'est que chacune de ces régions-là corticales est aussi normalement associée à l'expérience subjective de douleur. Donc, quand on demande aux participants la quantité de douleur ou l'intensité de la douleur qu'ils ont ressentie ou le désagrément de la douleur, on va voir une relation positive entre l'activation de ces régions-là. Mais ici, cette composante-là de variance expliquée dans les rapports subjectifs était bien contrôlée. Ce qui veut dire que ces régions-là corticales, la variance dans l'activation corticale de ces régions-là explique d'une part le rapport subjectif, mais aussi d'une part la régulation de l'expression faciale, et les régions frontales semblent pourraient avoir un effet de suppression. Donc, plus il y a d'activation frontale et moins il y a d'expression faciale de douleur. Encore une fois, toujours pour le même niveau subjectif rapporté. Dans une étude subséquente, Myriam Kuhn s'est intéressée à l'encodage de l'aspect sensoriel et affectif de la douleur. Donc ici, elle a utilisé, donc je vous épargne tous les détails, je veux simplement centrer la discussion sur l'effet de suggestion. Donc ici, Myriam a suggéré aux participants que la douleur serait plus ou moins intense ou plus et moins désagréable dans différentes conditions. Et elle a examiné l'expression faciale. Donc ici, vous avez les stimulations administrées, donc les stimulations thermiques dans le bas, les évaluations subjectives de douleur ici après chaque stimulation. Et pendant chacune des stimulations, donc on a filmé l'expression faciale des sujets pour vérifier si l'expression changeait dans ces trois conditions-là, donc le niveau de base, suggestion d'augmentation de l'intensité de la douleur et suggestion d'augmentation du désagrément de la douleur. Donc, l'hypothèse de Myriam ici, c'était que les différentes régions du cerveau encodent différemment les aspects sensoriels et affectifs de la douleur. Donc, c'est une hypothèse assez risquée, à mon avis, pour laquelle j'étais pas complètement convaincu au départ. Mais Myriam a obtenu les résultats qui suivent. Donc ici, deux modèles de douleur. Hein. L'image précédente montrait le modèle de douleur phasique, donc des douleurs qui vont et viennent dans le temps, alors que le modèle de douleur tonique, c'est une douleur soutenue. Et ici, donc, c'est sur l'axe des Y, les régions, donc les unités d'action 6 et 7 dans le FACS coding. Donc, c'est une méthode d'évaluation de l'expression faciale qui permet de quantifier l'expression faciale des participants avec une réponse dans la région des yeux, donc l'orbicularis oculi. Donc, si vous me regardez, vous allez voir comme ça, on peut fermer légèrement les yeux en plissant les yeux ici, donc la contraction des muscles autour des yeux qui produit cette réponse-là, qui était augmentée dans les deux modèles de douleur, dans la condition où on suggérait spécifiquement une douleur d'intensité plus importante. Donc, ici, vous voyez cette augmentation-là significative
est produite par une suggestion verbale d'une expérience de douleur plus intense. Et quand on faisait le même type de suggestion, mais cette fois-ci en mettant l'emphase sur la composante affective, donc en suggérant que le désagrément de la douleur soit plus fort et non pas l'intensité, on ne trouvait pas cet effet-là d'augmentation de cette réponse-là. Dans la condition d'augmentation du désagrément de la douleur, on trouvait un effet dans d'autres régions du visage, mais qui était beaucoup moins systématique, alors que pour l'augmentation de l'intensité perçue de la douleur, on trouvait un effet assez fort et ici significatif dans la région des yeux. On a reproduit exactement le même résultat en neuroimagerie. Donc, ça, c'est une étude qui vient tout juste d'être acceptée hier. Je suis très content qu'elle soit acceptée avant ma présentation d'aujourd'hui. On a reproduit cet effet-là en IRM. Donc, le même type de suggestion, on va suggérer aux participants avant la stimulation que l'intensité de la douleur va être plus grande. On a observé ici sur l'axe des Y une augmentation de la contraction des muscles autour des yeux, donc les unités d'action 6 et 7. Et on a trouvé, donc ici, ce sont toutes les autres régions du visage qui ne présentent pas d'effet de changement significatif entre nos deux conditions. Donc, il semble que la région des yeux soit particulièrement, ou encode particulièrement spécifiquement une augmentation de la perception de l'intensité de la douleur. En neuroimagerie, quand on a examiné les régions du cerveau qui répondaient à cette condition-là de modulation, on a trouvé un effet très, très spécifique dans le cortex somesthésique primaire, dans la région donc de représentation de la jambe où étaient appliquées les stimulations thermiques. Donc ici, c'est pas une région qui est associée au visage, pas du tout. Ici, on est presque dans la convexité de l'hémisphère, donc la partie la plus supérieure de S1 où on retrouve la représentation de la jambe selon l'homoncule de Penfield. On trouvait également aussi des activations au niveau du cortex moteur primaire dans la région du visage, mais évidemment, ce n'est pas une surprise. Dans cette condition-là, les sujets exprimaient davantage de douleur, donc produisaient davantage de mouvements au niveau du visage. En contrôlant pour toutes les autres réponses motrices du visage, donc par une analyse de covariance, il ne reste que l'activation de S1 qui est corrélée à la réponse au niveau des yeux, alors que la réponse motrice ici dans M1 disparaît, c'est-à-dire que si on contrôle pour l'ensemble de l'activité motrice du visage, on perd cette réponse-là au niveau de M1, ce qui corrobore cette idée-là que la réponse de S1 ici semble assez spécifique à la réponse motrice au niveau des yeux. Alors, c'est ce résultat-là qui était franchement très, très surprenant. Moi, je n'étais pas du tout convaincu qu'on arriverait avec autant de spécificité. Donc, c'est une spécificité qui est effectivement surprenante quand on pense à l'interprétation qu'on a en général de l'expression de douleur, que l'on associe en général à la réponse émotionnelle, affective, à l'expérience douloureuse, alors qu'ici, on trouve une association spécifique à l'expérience ou la perception de l'intensité subjective de la douleur et non pas de la composante affective. On a reproduit aussi ce résultat-là au niveau des régions préfrontales où le préfrontal ici est davantage actif dans la condition où le sujet exprime moins de douleur. Donc, encore une fois, une relation inverse entre la réponse préfrontale et le niveau d'expressivité des participants. Et donc, encore une fois, une indication d'un effet suppresseur vraisemblablement de la région frontale sur l'expression faciale de douleur. Donc, l'expression faciale semble refléter au moins en partie l'activation afférente, donc spinothalamo-corticale, puisque les territoires corticaux semblent activer proportionnellement à l'expression faciale. Cette expression faciale peut être inhibée par l'activation préfrontale. En tout cas, avec les études de neuroimagerie, évidemment, on ne peut pas faire d'inférence causale forte, bien entendu, mais il y a d'autres études qui suggèrent qu'effectivement, le préfrontal va avoir un effet de suppression des manifestations comportementales de douleur. Et finalement, l'expression de douleur peut être renforcée dans certains contextes. Ici,
On l'a vu dans le contexte de suggestions qui proposaient aux participants proposaient aux participants que l'intensité subjective serait augmentée. Et dans ce cas-là, on voit une augmentation de la douleur, on voit une augmentation de la réponse du cortex synesthésique primaire, et on voit aussi une réduction de l'activité préfrontale, ce qui suggère peut-être un effet de désinhibition de la manifestation comportementale de douleur. Les activations préfrontales sont tout à fait cohérentes avec cette idée-là d'un apprentissage des règles d'expressivité, hein, les display rules. Donc, pour la régulation des expressions, les contextes dans lesquels on peut exprimer ou on doit exprimer nos émotions sont appris. Il y a plusieurs contextes, en fait, où on apprend à inhiber notre expression émotionnelle spontanée. Et évidemment, dans le contexte du développement, on sait que ce mécanisme-là de suppression est de plus en plus efficace au cours du développement. Donc, c'est un mécanisme qui est appris à mesure que les voies efférentes du cortex préfrontal se développent. L'expression de la douleur ou l'expression de la douleur et des émotions peut être aussi renforcée de façon récurrente dans différents contextes. Et on pense que dans le contexte de la douleur chronique, en fait, il y a un modèle déjà qui date des années 70 qui suggère que la douleur et l'expression de la douleur en particulier peuvent être soumis à des processus d'apprentissage par conditionnement opérant, donc par renforcement. Les comportements de douleur pourraient être augmentés s'ils se voient renforcés par des récompenses, par exemple, par la sollicitude des gens de l'entourage. Donc, on a examiné exactement cette question dans un groupe de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc ici, désolé pour la diapo qui est un peu chargée. Je vais me concentrer spécifiquement sur cette voie ici entre l'activation cérébrale et la réponse d'expression faciale. On va regarder comment la présence de douleurs chroniques va changer la relation entre l'activation du cerveau et l'expression faciale. Donc, pour essayer de comprendre comment la présence de douleur pendant plusieurs mois ou plusieurs années va changer les mécanismes qui sont impliqués dans la régulation de l'expression faciale. Ce qu'on a regardé de façon plus spécifique ou ce que les résultats représentent ici sur les graphiques, c'est l'interaction. Donc, ici, cet effet modérateur-là de la présence de douleurs chroniques sur la régulation par le cerveau de l'expression faciale peut s'exprimer statistiquement par un terme d'interaction. Ici, c'est l'interaction qui est illustrée au niveau du cortex préfrontal, ventromédian et dorsolatéral, où les patients ou les participants en bonne santé présentent une diminution ici. Donc, c'est une diminution qui est cohérente avec ce qu'on avait dans l'étude de Myriam Kunz préalablement, donc où la diminution de l'activation des régions préfrontales est associée à une augmentation de l'expression de douleur. Donc, ici, c'est une condition de faible expression faciale, forte expression faciale. Donc, vous voyez qu'il y a une diminution préfrontale quand il y a une plus grande expression faciale. Mais ici, vous voyez surtout chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques, ici la lombalgie, une augmentation claire de l'activation préfrontale, donc au niveau ventromédian et dorsolatéral. Donc, une augmentation qui est proportionnelle à l'augmentation d'expression faciale des patients en réponse à des stimulations aiguës, encore une fois. Donc, cette interaction-là, très significative, suggère que la présence de douleurs chroniques, en fait, change complètement le patron d'activation cérébrale associé à l'expression faciale de douleur. Ce qui était remarquable aussi, c'est que quand on regarde le patron ici d'activation cérébrale associé à l'expression faciale chez les patients par rapport au contrôle, et qu'on regarde comment ces différents patrons-là matchent ou sont appariés ou sont similaires, je devrais dire, avec différents types de paradigmes en neurosciences cognitives, donc des paradigmes qui évoquent la représentation de soi, des expériences émotionnelles, des récompenses ou des mécanismes d'autorégulation. On voit que chez les patients, il y a une réponse qui est similaire ou en tout cas qui se rapproche davantage de la réponse de la représentation de soi ou de la récompense, alors que chez les contrôles, vous voyez qu'il y a une diminution de l'appariement ou de la similarité entre les patrons d'activation associés à l'expression faciale et ces différents construits-là. Évidemment, encore une fois, ici, c'est une approche corrélationnelle hein, par similitude. Ici, on
suggère que l'activation associée à l'expression faciale de la douleur chez les patients reflète davantage une activation qui s'apparente à celle que l'on trouve dans les études qui s'intéressent à la représentation de soi et à la récompense. Évidemment, le parallèle avec la récompense renvoie au modèle de conditionnement opérant de l'expression de la douleur, dans lequel les patients, par leur expression ou par le renforcement positif de leur expression de douleur, donc par exemple par la sollicitude de leur entourage, peuvent répondre à cette sollicitude-là par une réponse de renforcement ou de récompense qui serait détectée ici. Donc, l'expression faciale encode au moins, encore une fois, partiellement l'activité des régions corticales qui reçoivent l'information nociceptive de la moelle épinière par le thalamus. L'absence de réponse faciale spontanée ou d'expression faciale ou la diminution de cette expression reflète une suppression active par le préfrontal. Donc, la suppression active ici, je me permets d'être un peu plus fort dans les inférences causales parce qu'il y a des études de RTMS qui suggèrent qu'effectivement, on peut diminuer cet effet de suppression-là par RTMS préfrontal. Les changements dans la perception de l'intensité par des suggestions peuvent amener une augmentation de l'expression faciale et cette augmentation-là de l'expression faciale semble être spécifique à certaines régions de l'expression faciale et à l'activation du cortex somesthésique primaire quand on cible plus spécifiquement la composante sensorielle de la douleur ou la composante, la dimension sensorielle de l'expérience douloureuse. Et dans la douleur chronique, on voit une activité préfrontale qui est non pas inversement corrélée à l'expression, mais qui est positivement corrélée à l'expression de douleur chez les patients. Donc, il pourrait refléter cette association positive entre l'expression faciale et la récompense ou la sollicitude de son entourage face à cette expression. Évidemment, c'est une interprétation très spéculative dans le contexte d'une étude de neuroimagerie sur la douleur aiguë chez les participants qui ont de la douleur chronique, mais néanmoins, la dissociation entre le patron associé à la régulation de l'expression faciale chez les contrôles et les patients est franchement complètement différent au niveau préfrontal. Alors, assurément, il y a quelque chose ici dans les mécanismes de régulation qui est fondamentalement différent entre les patients et les contrôles. Je vais terminer rapidement avec, en rafale, une série d'études, cette fois-ci, qui s'intéressent plutôt à l'aspect décodage et transaction. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la partie encodage. Je ressens où je suis exposé à une stimulation nociceptive. Je présente des manifestations comportementales de douleur. Maintenant, on va se placer dans la perspective de l'observateur. Donc, vous êtes témoin de l'expression faciale de douleur d'autrui. Et on va regarder comment cette observation-là va activer votre cerveau. Donc, on a fait toute une série d'études sur la perception de douleur d'autrui à partir de visages ici qui avaient été créés à partir d'acteurs donc qui ont exprimé différents niveaux de douleur, mais aussi différentes émotions. Ce protocole-là aussi a été repris dans par différents autres groupes avec des stimulations des stimuli visuels plus écologiques, donc des patients qui avaient été filmés en présence de douleur, donc pour voir si évidemment la réponse est généralisable à des contextes plus écologiques. Ici, c'est une activation donc en réponse à ces stimuli visuels, donc d'expression de douleur par rapport à une expression neutre, où on voit un résultat classique donc d'activation du cortex cingulé moyen ici, du cortex de l'insula évidemment, du thalamus, de certaines régions précentrales ou post-centrales, je devrais dire, pardon, donc somesthésiques, des régions pariétales également qui sont activées. Donc, un patron d'activation qui a rapidement évoqué dans les premières études une réponse en miroir, entre guillemets, ou une réponse d'empathie à la douleur. Donc, vous avez assurément vu toute la série d'études sur les neurosciences sociales, sur l'empathie. Et ici, on a été plus prudent en disant, on s'est posé la question, est-ce que c'est une réponse en miroir de simulation de la représentation de douleur d'autrui? Et une première manipulation qu'on a fait ici, c'est qu'on a simplement demandé aux participants de nous dire d'évaluer la douleur exprimée par le modèle ici dans les stimuli visuels, ou d'évaluer s'il y avait plus de mouvement dans le bas du visage ou le haut du visage, donc près des yeux ou près de la bouche.
Donc, si c'était une condition contrôle qui visait à s'assurer autant que possible que le participant devait traiter l'information visuelle, donc devait porter attention au stimulus visuel et devait traiter l'information visuelle dans un certain niveau de détail, donc pour porter ce jugement-là, alors qu'ici, on demandait aux participants d'évaluer la signification et l'intensité perçue de l'expression douloureuse. Et ce qui est en orange ici et en bleu, en fait, c'est des régions qui sont activées dans la condition d'évaluation de douleur de façon plus importante que dans la condition mouvement et qui étaient proportionnelles à l'évaluation de la douleur perçue par l'observateur, donc exprimée par le modèle. Donc, c'est des régions qui sont activées proportionnellement à la douleur qu'on attribue à autrui. On a aussi comparé les tâches pour montrer que quand on fait la tâche 1, donc la tâche d'inférence sur la signification de l'expérience par rapport à la tâche d'analyse du mouvement du visage, on voyait des activations préfrontales importantes, le gyrus frontal inférieur, alors que dans la tâche motrice, ici, d'évaluation donc de la quantité de mouvement dans le haut ou le bas du visage, on voyait des activations essentiellement dans les régions pariétales postérieures, donc des régions que l'on sait aussi impliquées dans l'analyse du mouvement dans les stimuli visuels. Donc, il y avait ici une dissociation assez claire entre les deux tâches, même si c'était exactement les mêmes stimuli qui étaient présentés, la réponse du cerveau aux stimuli était complètement changée selon la tâche. On aurait fait cette expérience-là, on a reproduit les mêmes résultats, mais en plus, ici, on a demandé aux participants non pas d'évaluer sur une échelle visuelle analogue, mais de reproduire avec leur propre visage, soit le niveau de douleur que le modèle exprimait, oui, ou les mouvements spécifiques du visage. Donc, dans le premier cas, on demandait de reproduire la signification de l'expression faciale qu'ils venaient de voir avec leur propre visage. Et dans le deuxième cas, on leur demandait d'imiter le plus fidèlement possible l'expression qu'ils venaient de voir. Et dans ces deux contextes-là, on a reproduit encore une fois les résultats, à la fois dans la phase d'observation et dans la phase de production des mouvements donc de l'observateur, avec des activations plus fortes dans les régions singulières antérieures, dans le gyrus frontal inférieur, le gyrus, en fait le sulcus ici, temporal supérieur, et même, évidemment, les régions précentrales qui étaient impliquées dans la production motrice également. Alors que ici en bleu, vous voyez les régions qui étaient plus actives dans la tâche motrice, d'imitation motrice, donc où il y avait une imitation la plus fidèle possible des mouvements, peu importe la signification de ces mouvements-là. Donc encore une fois, la signification donc des mouvements semble faire intervenir des régions qui sont donc des régions classiques, si on peut dire maintenant, des systèmes de réponse en miroir. Encore une fois, je mets des guillemets à chaque fois que je dis ce terme-là parce que le terme a évidemment été très critiqué à partir des théories des neurones miroirs qui ont été généralisées peut-être un peu abusivement dans certains contextes, mais assurément ici le patron est clairement différent selon que l'on porte attention à la signification de l'expression versus les composantes plus motrices de la réponse. Donc, l'activation ou le décodage actif des régions qui sont impliquées dans l'expérience de la douleur, l'effet soi-disant de simulation interne de l'expérience douloureuse autrui, mais il semble y avoir des patrons plus ou moins spécifiques selon la tâche qui est demandée, donc ce qu'on demande à l'observateur de faire avec cette information visuelle. Le décodage de l'information est aussi dépendant de l'attention de l'observateur, donc encore une fois sur la signification ou les aspects plus superficiels du mouvement du visage, alors que les régions pariétales postérieures semblent être plus impliquées dans les aspects plus superficiels de l'analyse de l'expression. Je termine avec une dernière série. Encore une fois, ici, je survole quelques études pour vous parler de la phase transactionnelle. Donc, que se passe-t-il chez l'observateur qui observe une expression faciale de douleur? Ici, on a présenté les mêmes vidéos d'expression faciale à différentes intensités de douleur exprimées. Et on a administré une stimulation nociceptive immédiatement après, puis on a demandé d'évaluer l'intensité et le désagrément.
de façon systématique. Donc, ici, sur l'axe des X, vous voyez le niveau d'expression de douleur qui était présenté à l'observateur. Et ici, sur l'axe des Y, la réponse de l'observateur à la stimulation douloureuse, donc au choc électrique dans ce cas-ci. Le premier graphe ici montre les évaluations de désagrément. Ici, toutes les échelles sont standardisées, donc la moyenne est 0 ici pour A, B et C. Vous voyez une augmentation du désagrément rapporté de la douleur chez l'observateur quand il vient de voir un visage qui exprime davantage de douleur. La même chose ici avec le réflexe nociceptif de flexion. Donc ici, c'est NFR, c'est le Nociceptive Flexion Reflex. Donc c'est un réflexe spinal qui est produit en 80 à 90 millisecondes. Donc la latence est relativement courte en fait assez longue pour un réflexe, mais évidemment assez courte par rapport au délai des processus perceptifs. Et donc, vous voyez que la réponse est augmentée. Donc, quand je viens de voir un stimulus, une expression faciale de douleur modérée ou forte, même ma réponse spinale est augmentée. Donc, non seulement je ressens plus de douleur, mais ma réponse spinale également est augmentée. Et sur le graphe ici à droite en bas, ce qu'on voit, c'est l'amplitude de l'EMG, donc l'activité musculaire au niveau du muscle sourcilier, donc le corrugateur, qui est juste ici quand on fronce des sourcils. Et cette réponse-là, au temps zéro, et la réponse produite au choc électrique. Donc, c'est la stimulation électrique qui est présente ici. Et vous voyez qu'il y a une réponse plus forte quand on venait de voir un visage qui exprimait beaucoup de douleur. Ce qui est important ici, c'est que pendant la présentation du stimulus du visage douloureux, il n'y a pas du tout de réponse. Donc, ici, cet effet-là est vraisemblablement une potentialisation de la réponse faciale du sujet suite à l'observation d'une expression faciale intense. Donc, on a toutes ici, je vous épargne les détails, on a toute une série d'études, donc ça, je pense que vu le temps qui passe, je vais sauter ça. On a aussi des corrélations avec des traits empathiques qui n'étaient pas toujours tels que l'on prévoyait. Donc, l'encodage, le décollage et le processus de transaction, donc d'interaction entre l'émetteur et le décodeur du message, sont des phénomènes qui sont toujours contextuels, qui ont toujours une signification, plutôt dont la signification va déterminer les mécanismes en jeu et les effets sur l'observateur ou les mécanismes transactionnels qui vont être mis en action. Les effets contextuels donc, sont bien démontrés dans toutes les études dont je vous ai parlé, à la fois pour le décodage, l'encodage, le décodage et la transaction. Il y a des facteurs contextuels ou des modulations contextuelles. Donc, ici, l'activation du système spinothalamo-cortical est activée. On sait que cette activation-là est en général proportionnelle à l'expérience subjective de douleur, mais on sait aussi que l'activation de ces régions-là n'est pas complètement 100% prédite par les évaluations subjectives. Donc, il y a une part de variance de l'activation du système spinothalamo-cortical qui semble être indépendante du rapport subjectif et qui semble être codée dans la manifestation comportementale. En fait, ce que je veux souligner ici, c'est la complémentarité entre le rapport subjectif et la réponse comportementale. Vraisemblablement, il y a des facteurs, évidemment, d'apprentissage associés au contexte qui sont appropriés pour exprimer ou supprimer ou inhiber son expression émotionnelle. Donc, le stoïcisme, ou cette capacité de faire face à l'adversité sans réaction émotionnelle. Ici, bon, évidemment, on généralise un peu à la blague ici en parlant du stoïcisme, mais néanmoins, cette idée-là d'un apprentissage des règles de régulation de l'expression faciale sont vraisemblablement dépendantes de l'intégrité des régions préfrontales et leur capacité de contrôler les contextes et le niveau d'expression faciale. Et donc, on l'a vu chez les sujets en bonne santé avec l'expression spontanée, mais on l'a vu aussi dans le contexte de la douleur chronique, où les régions préfrontales semblent avoir un rôle différent, ou en tout cas, l'activation est complètement différente. La relation entre l'activation préfrontale et le niveau d'expression semble être complètement différent, donc peut-être pour avoir un rôle ici au niveau de l'effet de récompense ou d'apprentissage opérant de l'expression faciale.
La signification de l'expression aussi dans le contexte, évidemment, on la voit dans le contexte des douloureux chroniques, mais on le voit aussi dans le contexte de notre étude sur le décodage. Donc, selon qu'on demande à l'observateur de se pencher sur la signification de l'expression ou simplement les caractéristiques superficielles de mouvement, on voit qu'il y a un patron d'activation qui est très, très différent. Et le patron d'activation qui est le plus similaire à la représentation de douleur de l'observateur, donc quand je ressens moi-même de la douleur ou l'effet, si on veut, de l'effet en miroir ou de résonance à la douleur d'autrui, semble être beaucoup plus présent quand on infère la douleur du modèle plutôt que d'analyser simplement les composantes de l'expression faciale. Finalement, je veux peut-être vous amener sur le terrain de la valeur adaptative de ces différentes réponses-là. En particulier, pour la phase transactionnelle, à la fin, on a vu que l'expression, l'observation de la douleur d'autrui peut augmenter notre propre douleur en réponse à une stimulation douloureuse, mais non seulement notre propre douleur, mais également nos réponses réflexes défensives. Et cet effet-là, en fait, c'est vraisemblablement un effet d'amorçage des réponses défensives par lequel la présence d'une expression ou la manifestation de douleur aiguë par un congénère dans une espèce sociale a certainement une valeur adaptative de mise en alerte de l'ensemble de la communauté à l'effet qu'il y a un danger potentiel dans l'environnement de chacun. Et donc, cet effet-là se manifesterait ici par l'amplification ou la plus grande réactivité, même motrice spinale, à la stimulation nociceptive. Évidemment, cette valeur-là adaptative de la douleur aiguë évolue dans le contexte, par exemple, de la douleur chronique. Et l'expression faciale de douleur chronique n'a plus la même valeur ou n'a plus la même signification ou utilité sociale. Elle est plutôt, elle devient graduellement la manifestation d'une demande de sollicitude, par exemple, de l'entourage. Évidemment, encore une fois, il faut être très prudent sur ces interprétations-là qui sont difficiles à vérifier empiriquement, mais assurément, au moins au niveau de la facilitation des réponses spinales, je pense qu'on a une interprétation plausible ici de la pertinence fonctionnelle de cet effet-là. Donc, je termine rapidement en vous soulignant surtout le rôle de Myriam Kunz, qui a été impliquée dans toute la partie encodage de l'expression faciale de la douleur aiguë. Jenny Chen, qui a été beaucoup impliquée dans les analyses de neuroimagerie. Leslie, qui a fait une bonne partie des études sur le décodage, donc l'observation de la douleur. Ali Katibi, qui était ici au centre il y a quelques années, qui a fait une partie sur la transaction avec d'autres collaborateurs. Je souligne aussi Philippe Jackson, qui a été impliqué dans beaucoup de ces études-là dès le début. Puis Étienne Vachon-Presso, qui est maintenant à McGill, qui a été impliqué dans la partie clinique sur l'expression faciale de douleur des patients. Voilà. Merci à vous. Là, il faut que j'entende des applaudissements, c'est ça? Alors, je suis rassuré. Je vois qu'il y a toujours 51 personnes qui sont présentes. Je n'avais pas gardé la fenêtre ouverte. Ça n'a pas fait peur aux gens. Ils sont tous encore là. Merci encore, Pierre, pour cette excellente présentation. Thanks so much for this amazing presentation. So now we will move on to the questions. On va passer aux questions. Encore une fois, pour rappeler la procédure, vous allez pouvoir utiliser le petit icône pour lever la main. So you can raise your hands with a small icon at the bottom of the screen. Mais vous pouvez aussi également poser vos questions il y a une section qui s'appelle Q&R, que vous voyez aussi. Là, vous allez pouvoir poser vos questions si vous voulez les écrire, mais sinon, juste vous levez la main et on va pouvoir vous donner la parole pour poser votre question. Donc, en attendant que vous… il y a déjà une question, donc je vais poser par François Lespinasse. Je vais la lire, Pierre. Donc, la question, c'est comment la quantification de l'expression faciale est-elle réalisée? Est-ce que c'est par un ou plusieurs juges ou encore par un algorithme? Oui, c'est une très bonne question. On a utilisé le système développé par Paul Ekman dans les années 70-80
Donc, le Facial Action Coding System, qui est basé sur des évaluateurs entraînés. Donc, ils ont fait une formation pour décoder les différentes régions du visage, puis quantifier la fréquence et l'intensité de chaque action faciale. Donc, il y a une 50aine d'actions faciales qui sont encodées comme qui sont quantifiées de cette façon-là. Nos scores globaux sont des scores composites en général qui prennent en compte la fréquence et l'intensité de chaque région, de chaque unité d'action. Les analyses sont toujours faites en simple aveugle. Là. La personne qui va faire le codage est toujours ignorante des conditions expérimentales, bien entendu. Et dans toutes les études, on a au moins une partie du score qui est validé par un juge indépendant. Donc, il y a toujours 2 juges qui sont impliqués dans le codage de l'expression faciale, la quantification de l'expression faciale et qui, donc, évidemment, on va faire un accord interjuge pour vérifier que les réponses sont bien quantifiées. Puis en général, il y a toute une formation là, qui est faite pour le fax coding, l'encodage fax. Et donc, cette formation-là, en général, permet d'arriver à des très bons scores d'accord interjuge. Parfait. Je vais donner la parole maintenant à Julie, donc, qui devrait pouvoir maintenant poser sa question. On entend Julie. Je crois qu'elle doit elle-même activer son micro. Oui, je pense qu'elle doit activer son micro. Julie, on ne t'entend pas. Il faudrait peut-être que vous activez votre micro de votre côté. Alors, en attendant, peut-être que Julie… je vais voir, est-ce que Julie a un problème pour activer son micro? Alors, je vais voir, en attendant, on va prendre peut-être une autre question en attente. Une question de Pierre. Je vais la lire, sauf si Pierre veut lui donner aussi la parole, mais sinon je vais la lire. Donc, la question de Pierre Bellec, c'est: est-ce que les caractéristiques de la connectivité associées au contrôle oculomoteur pourraient expliquer son lien privilégié avec la perception de la douleur, donc par rapport au reste du visage? Oui, en fait, là, j'essaie de recadrer parce que ça évoque beaucoup de différentes… La question, c'est: est-ce que la caractéristique de la connectivité associée au contrôle oculomoteur pourrait expliquer son lien privilégié avec la perception de la douleur par rapport au reste du visage? C'est possiblement. Évidemment, il faut que je reste prudent. On a tenté des analyses de connectivité avec, entre autres, les régions préfrontales pour voir dans quelle mesure les régions préfrontales pouvaient avoir un effet spécifique sur le cortex somesthésique primaire, par exemple, sur les régions motrices primaires. En général, ces analyses-là n'étaient pas très concluantes, c'est-à-dire que bon, l'hypothèse d'un effet d'inhibition du préfrontal sur les régions motrices, de façon générale, était confirmée, mais il n'y avait pas nécessairement, on n'a pas nécessairement des analyses de connectivité qui corroborent cette hypothèse-là d'un contrôle oculomoteur spécifique et du lien spécifique avec l'expression, avec l'expérience de l'intensité de la douleur. Donc, la réponse simple, c'est j'ai pas vraiment de données ou d'analyses qui corroborent cette possibilité-là. Mais évidemment, conceptuellement, ça fait du sens, mais on ne trouve pas cette spécificité-là dans les analyses de connectivité. OK, parfait. Je vais voir si j'ai d'autres questions ici. Donc, Pierre, te remercie pour la réponse. On n'entend toujours pas la voix de Julie. Il semblerait que ce serait peut-être un problème de micro de son côté. En attendant d'autres questions, moi j'en ai une question rapide, Pierre. Bien sûr, je vais te parler d'oscillation cérébrale, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, il y a quand même pas mal de littérature qui montre des oscillations dans la bande gamma, notamment dans le cortex sensorimoteur en lien avec la douleur, soit en lien avec l'intensité de la douleur ou la perception de la douleur, mais aussi dans le préfrontal. Et j'ai vu une étude récente qui rapporte des oscillations gamma dont l'ampleur varie avec l'intensité de la douleur ressentie dans des douleurs chroniques de back pain.
Et donc là, c'est du préfrontal. C'est des oscillations gamma entre 60 et 90 Hertz. Vu qu'on a aussi qui ont été rapportés dans S1 et M1, je me demandais si tu avais des idées sur le lien entre cela, puis notamment le lien entre ça et les réponses qu'on voit en bol dans l'IRM fonctionnel, entre justement ces réponses gamma électrophysiologiques et les réponses en bol dans l'IRM. Oui, en fait, la distinction entre les réponses, les corrélats cérébraux de la douleur aiguë et chronique sont vraiment le contraste entre ces conditions aiguës et chroniques est vraiment frappant. L'implication des régions préfrontales est assurément prédominante dans le contexte de la douleur chronique, alors qu'il ne l'est pas nécessairement dans le contexte de la douleur aiguë chez des gens en bonne santé. Donc, en fait, je ne suis pas du tout surpris. Ce que tu mentionnes au niveau des corrélats physiologiques, somesthésiques, je présume que c'est essentiellement dans le contexte de douleur expérimentale, douleur aiguë, alors que les effets donc, que tu mentionnes chez les patients, les lombalgiques chroniques, avec les oscillations qui sont associées à la douleur chronique ou aux fluctuations de douleur chronique frontale, en fait, ça corrobore tout à fait où, en fait, tous ces résultats-là semblent assez convergents à l'effet que des régions préfrontales et, je dirais, préfrontales limbiques même, donc plutôt orbitofrontales, frontomédians, et en interaction avec, par exemple, l'amygdale, avec les régions hippocampiques, le striatum ventral. Donc, ces interactions-là avec des structures sous-corticales sont beaucoup plus importantes dans la douleur chronique que dans la douleur aiguë chez les personnes en bonne santé. Donc, il semble en fait de plus en plus, ce qui émerge depuis une dizaine d'années en neuroimagerie, c'est une conceptualisation de la douleur chronique qui se déplace plutôt vers les circuits frontolimbiques, donc des voies spinothalamiques qui codent bien la douleur aiguë et même, même les fluctuations spontanées de douleur chronique, mais les facteurs qui sont déterminants dans la douleur chronique au niveau cérébral semblent être beaucoup plus frontolimbiques. Donc, je ne suis pas du tout surpris que tu trouves la même chose entre la douleur aiguë ou l'implication des ondes préfrontales dans les oscillations gamma. OK. En fait, moi, ce que je voudrais voir maintenant, c'est avec ces oscillations-là, est-ce qu'on peut faire des prédictions sur l'expression? Mais malheureusement, l'activité électromyographique va être tellement plus importante que l'activité cérébrale. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'envisager cette mesure-là, mais dans la plupart des cas, c'est en fait, en électroencéphalographie ou en MEG, je ne sais pas si c'est envisageable même d'étudier l'expression faciale, étant donné les artefacts que vont produire les réponses motrices. Et donc, présumément, là, je vais spéculer, mais peut-être qu'il y a quelque chose de difficile à étudier de façon écologique, puisque vous allez exclure toutes les situations ou tous les enregistrements dans lesquels il va y avoir une contamination par l'EMG facial? Bon, ça, on va pouvoir en discuter. Je pense qu'il y a peut-être une façon d'explorer ça avec des méthodes, des algorithmes qui vont nous permettre de trier et de quand même utiliser les données après nettoyage. C'est sûr qu'il n'y a pas une solution idéale, mais pour en discuter, je vais passer rapidement. Il y a encore d'autres questions. Donc, c'est des questions de Steve Arnad que je vais te les lire. Donc, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que les animaux non humains ont aussi ces corrélations avec l'expression faciale ou leur analogue vocal, les animaux sociaux et non sociaux? C'est une magnifique question. Merci, professeur Arnad. C'est un débat, évidemment, que vous connaissez très bien, même mieux que moi, assurément. Au niveau des études animales, en fait, il y a Jeffrey Mogul à McGill qui, il y a quelques années, a publié des modèles animaux d'expression faciale chez la souris et qui même a commencé à regarder les modèles animaux de céphalée pour montrer qu'il y avait des patrons d'expression faciale chez l'animal qui étaient cohérents avec cette idée-là qu'il y a une douleur tonique. Donc, évidemment, dans un contexte de douleur aiguë, c'est assez facile d'aller mesurer les réponses comportementales, y compris au niveau de l'expression faciale chez l'animal.
Les collègues à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, là j'oublie son nom, mais bon, qui travaille sur la douleur. En fait, il y a toute une série de manifestations comportementales chez l'animal. En fait, tous ceux qui ont des animaux de compagnie, en général, savent détecter ces manifestations-là comportementales. L'intérêt ici, je pense, plus distinctif de la question, c'est la notion d'animaux sociaux ou non sociaux. Et là, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas la réponse à cette question-là, mais assurément, c'est une question très, très, très pertinente. Donc, je suis malheureusement incompétent pour répondre à ça. Puis donc, la deuxième, là, je le vois à l'écran, est-ce que la réponse adaptative s'applique pas plutôt à la peur plutôt que la douleur? Effectivement, en fait, la réponse défensive, je l'interprète davantage comme un amorçage des réponses défensives à la douleur. Et donc là, cette représentation-là de la douleur d'autrui, vraisemblablement chez l'observateur, reflète une anticipation d'un risque potentiel pour soi, et donc est davantage le reflet d'une anticipation ou d'une évaluation d'un risque, d'une menace potentielle à l'intégrité. Donc, en fait, c'est une menace qui est à la fois, en fait, la manifestation de douleur d'autrui témoigne d'une menace présente dans son propre environnement. Donc, la communication ici de la douleur d'autrui, pour l'observateur, est un signal d'un danger potentiel. Et donc, effectivement, en fait, on a aussi une partie de ces études-là évolué vers les mécanismes d'apprentissage aversif, donc de conditionnement aversif, où dans ce cas-là, évidemment, on développe une capacité d'anticiper dans le temps le risque d'un stimulus douloureux. Donc, on a commencé à examiner cette dimension-là en présentant le visage d'expression douloureuse ou non, avec un délai pour voir dans quelle mesure on est capable de conditionner. Mais ça, c'est évidemment des études classiques. Donc, comment le phénomène de conditionnement aversif, donc de la peur, peut être facilité par des visages de douleur et quels sont les mécanismes cérébraux impliqués. Donc, assurément, la notion d'anticipation de douleur puis de la peur est plus intéressante. Mais en fait, ça m'amène aussi à évoquer la distinction entre le visage, l'expression de la peur, et le visage d'expression de douleur, qui sont deux visages qui peuvent être discriminés. Donc, on est capable de faire la différence comme observateur entre un visage de peur et un visage de douleur. Et sur le plan fonctionnel, sur le plan de la valeur adaptative, il y a une fonction potentiellement différente, c'est-à-dire que le visage de douleur communique à l'observateur un danger potentiel pour l'émetteur. Donc, mais un danger potentiel, pas un danger potentiel, un danger immédiat. C'est-à-dire qu'il manifeste un dommage réel ou potentiel au tissu au moment où l'expression est effectuée, alors que le visage de peur reflète pour l'émetteur ou communique par l'émetteur une anticipation ou un risque que lui perçoit pour lui-même, mais un risque dans son environnement. Donc, la valeur adaptative peut être au moins en partie dissociée entre l'expression de la peur et de la douleur, parce que quand je vois quelqu'un qui exprime de la peur, je sais que la menace n'est pas nécessairement imminente, immédiate pour moi-même, elle est pour l'autre personne, donc il y a quand même un risque potentiel pour moi. Alors que si elle exprime la peur, ça témoigne d'un danger potentiel dans l'environnement et la source de cette peur-là est peut-être derrière moi, donc il y a peut-être une valeur adaptative différente dans l'amorçage des réponses défensives de l'observateur. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Parfait. Ben, à ce moment-là, là, on est arrivé à 1h10 depuis notre début, donc je pense qu'on arrive quasiment à la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression que c'est un peu ça, on est arrivé à la fin. Donc, je vais en profiter pour remercier encore Pierre Rainville pour cette excellente présentation. Thanks again for this wonderful presentation. Et encore une fois, pour signaler que c'était la première dans une série maintenant de séminaires virtuels que nous organisons maintenant via le CRIUGM et dans lequel aussi donc, il y aura des conférenciers UNF et on sera en contact pour vous tenir au courant. Il y a aussi le Twitter de l'UNF que je vous conseille tous de suivre pour être au courant, mais il y a aussi la mailing list bien sûr et d'autres créneaux qui vont nous permettre de diffuser l'information.
Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer, si vous avez des suggestions aussi d'orateurs ou de speakers, de aussi nous contacter, nous faire des propositions. Maintenant, avec cette formule virtuelle, on va aller pouvoir chercher des speakers d'un peu partout en fonction de ce qui intéresse la majorité des gens. Donc, merci à tous et bonne fin d'après-midi et on se revoit au prochain séminaire. Merci encore, Pierre. Merci beaucoup. Merci, Karim. Merci aussi à Dominique pour aussi Oui, merci, Dominique. technique et à Émilie aussi. Au revoir à tous.